On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un magistrat honoraire. L'hôte du jour c'est Jacques Dallest. Bonjour Jacques, comment allez-vous? Bonjour Audrey, écoutez, ça va bien, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir répondu positivement. Est-ce que vous pouvez présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Jacques Dallest, je suis magistrat retraité, donc on dit magistrat honoraire depuis bientôt 3 ans. J'ai exercé pendant 40 ans dans la magistrature, à différentes fonctions, et maintenant j'ai une petite activité d'auto-entrepreneur comme consultant judiciaire. C'est-à-dire que je suis dans le privé, j'étais dans le public avant, et j'essaye de faire mieux connaître la justice à mes concitoyens, à travers des activités diverses, de consultant, de directeur de collection chez un éditeur, etc. Et donc, je suis très heureux d'échanger avec vous sur, Moi aussi, mon univers et ce qui vous intéresse, évidemment, apparemment. Ah oui, sachez-le que je suis très, très heureux aussi de vous recevoir ici. Pourquoi vous avez voulu devenir magistrat ? Un peu par hasard. Moi, personne dans ma famille n'était dans la justice, pas spécialement. J'avais fait des études de droit, Sciences Po, et j'ai passé un concours pour être fonctionnaire à Paris, cadre, que j'ai réussi. Et j'étais donc attaché d'administration, c'était le titre à l'époque de ce job, et je me suis retrouvé un peu par hasard au ministère de la Justice. Okay. Donc j'étais au ministère de la Justice, qui était rue Saint-Honoré, pas très loin de la place Vendôme. Je suis resté que 4 ans et demi parce qu'au bout d'un moment, alors moi qui venais de ma province, étant né en Haute-Savoie, ça m'a fait découvrir la vie parisienne, ce qui était plutôt sympa. Mais au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir un travail de bureaucrate. Et j'ai passé le concours interne de la magistrature, celui ouvert aux fonctionnaires, que j'ai réussi. Et à 26 ans et demi, je me suis retrouvé à l'école de la magistrature à Bordeaux. Et voilà, en 84, je suis rentré dans le job et je ne l'ai pas quitté. À part quand vous avez pris votre retraite. Ouais, exactement. Donc 84 jusqu'à 2022. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu toute une série de postes, puisque quand vous êtes magistrat, vous pouvez choisir des fonctions, juge des enfants, juge d'instruction, substitut. Et vous pouvez choisir des villes. Alors, les gens sont attachés à leur région. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de postes dans ma région natale, Rhône-Alpes. Mais j'étais dans le sud, en Corse, à Bordeaux. Et j'ai fait la carrière que je voulais faire. J'ai choisi les postes et j'ai m'intéressé surtout aux affaires pénales. Parce que quand on est magistrat, on peut s'occuper aussi que d'affaires civiles. Les affaires pénales, c'est la délinquance, la criminalité, l'être humain. Et moi, ça m'a toujours beaucoup passionné. Et j'ai fait des choses exceptionnelles que j'aurais jamais pu connaître si j'avais pas été magistrat. Mais pourquoi justement la justice pénale? Pourquoi vous avez cette appétence pour la justice pénale? Vous savez? Comme beaucoup, vous remarquez que ça passionne. Hein, et si vous interrogez des jeunes élèves magistrats, ils vous diront « Ah, moi, je veux être juge d'instruction, substitut ». Le pénal intéresse beaucoup naturellement. Pourquoi? Parce que c'est la criminalité, c'est les énigmes. Regardez combien les gens sont friands de séries policières, de polars. Et donc, vous trouvez ça chez les magistrats. Et moi, je me dis, si je suis magistrat, je veux faire quelque chose qui me plaise. Bon, les litiges civils, ça peut être intéressant, mais c'est la vie des gens, la vie ordinaire. Moi, je voulais passer de l'autre côté du miroir, voir un peu les coulisses de la société, la marginalité et la criminalité. C'est une des marginalités, il y en a d'autres. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur l'être humain. Et vous savez, dans une carrière, et vous, c'est votre cas aussi, il y a 3 aspects qui sont sympas quand vous faites le bilan. C'est est-ce que vous avez eu des lieux, des moments et des rencontres intéressantes. Les lieux, c'est les postes que vous avez faits. Et j'ai eu la chance de faire des postes dans des endroits très atypiques, comme Marseille, comme la Corse. Des moments dans votre vie, vous avez des moments intenses,
Le procès Nordal-Hollandais, quand je me suis levé pour requérir. Et puis, quand j'étais devant le cadavre du préfet Rignac qui avait été abattu en Corse, ça, c'est des moments marquants. Et le troisième aspect, c'est des rencontres. Dans une vie, on fait des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables, des sacrés voyous, des pères qui violaient leurs gamines, des malfaiteurs. Et ça, c'est très enrichissant, la rencontre avec l'autre. Parce que si vous êtes en permanence dans un bureau devant un ordinateur, l'autre, vous ne le voyez pas. Tandis que vous êtes dans un bureau ou sur une scène de crime, vous rencontrez des gens, des enseignants, des associations, des policiers. Ça vous enrichit. Et j'ai eu cette chance-là. Et moi, j'ai toujours été intéressé par la relation humaine. C'est celle qui est la plus difficile d'ailleurs, parce qu'il vous apprend sur vous-même, à vous maîtriser. Et si vous prenez les grands auteurs classiques, les grands romanciers, Zola, Hugo, Maupassant, ils sont toujours intéressés beaucoup aux affaires criminelles parce qu'elles révèlent un peu la nature humaine, pas dans ce qu'elle a de très heureux, mais c'est comme ça. C'est exactement ça. Mais justement, vous dites que vous avez appris sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même durant votre carrière ? Eh bien, forcément, moi, on m'a souvent posé la question, est-ce que vous dormiez bien le soir ? J'ai vu tellement de gens tués, assassinés, etc., qu'à bout d'un moment, on s'endurcit. Forcément, mais c'est comme d'autres métiers. Un policier, un médecin à l'hôpital, un infirmier, il voit des choses violentes et il s'endurcit, on prend de la distance. Au début, ça vous choque, puis finalement... regardez un médecin légiste, c'est quand même des choses. Donc ça m'a endurci. J'espère que je suis resté quand même un peu humain, parce que si vous êtes trop froid, ça peut être un défaut. Et puis ça vous apprend à vous maîtriser vos émotions, parce que si à un moment vous avez des émotions débordantes, vous n'allez pas pleurer à côté d'enquêteurs. Il faut garder ça, respecter l'autre. Moi, il m'est arrivé peut-être d'être maladroit dans la façon dont je me suis exprimé avec des gens, d'être dur, voilà, et être capable de faire son autocritique d'une certaine manière, puisque finalement, personne ne sait qu'à un moment, il deviendra un malfaiteur. Il y a des gens qui ont fait choix de la criminalité, mais d'autres, un type qui tue sa femme, ça peut être un bon père de famille, boum, il bascule. Exactement. On le voit tous les jours. Regardez le Squarneck, le médecin qui est en train d'être jugé, un chirurgien qui se retrouve pour des séries incroyables de viols. L'affaire Pellico, enfin on peut en citer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, ça m'a appris beaucoup sur la nature humaine. Ça m'a un peu renvoyé un miroir, c'est pour ça que j'écris. Que j'avais peut-être besoin de mettre sur le papier, vider un peu tout ça. Et puis de dire peut-être que maintenant, j'essaye d'expliquer, de dire ça peut intéresser, en lisant mes bouquins, des jeunes qui veulent être magistrats. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des jeunes qui m'ont dit je vous ai eu dans un cours, ça m'a donné l'idée de faire tel truc et je suis plutôt content. Bien sûr. On est tous de passage. Il y a des gens avant vous, il y a des gens après vous. Et on sait qu'on laisse qu'une petite trace, parce qu'on est vite oublié. Et voilà, c'est tout ce que je retire, et c'est plutôt sympa, quoi. Et justement, les fonctions que vous avez occupées, fonctions respectives. Donc, vous me dites si je me trompe, vous avez été juge d'instruction de 84 à 94, à Rodez puis à Lyon. C'est ça. Ensuite, vous avez été procureur de la République de 94 à 2013. Je crois que vous avez fait Roanne, vous avez fait Bordeaux et Marseille. Bordeaux, j'étais avocat général. Je n'étais pas procureur de la République, mais on va dire ça. Bourg-en-Bresse, Bordeaux, Marseille. Ok. Ensuite, procureur général à la Cour d'appel de Chambéry de mai 2013 à juillet 2016. Ouais. Et ensuite, fin de carrière, procureur général à la Cour d'appel de Grenoble de juillet 2016 à juillet 2022. Ouais, c'était ma région. Moi, je suis de Haute-Savoie et j'ai un peu tourné dans la région Rhône-Alpes, qui est ma région familiale et autres. Puis j'ai un amateur de montagne et tout. Donc, je voulais terminer ma carrière un peu chez moi, sachant que j'avais passé quelques années un peu plus loin. Mais finalement, j'ai eu beaucoup de postes en région Rhône-Alpes. Des petites villes et des grandes villes. J'ai un peu alterné dans ma carrière des petites villes, Rodez, Roanne, Bourg-en-Bresse, et des grandes villes. J'ai travaillé à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Et ça, c'est bien.
Parce que finalement, votre travail, il n'est pas tout à fait le même quand vous êtes dans une petite ville comme procureur ou dans une grande ville. Voilà, même s'il y a des points communs. Et donc, ça m'a enrichi, parce que quand j'étais, par exemple, procureur à Roanne, on était 2 magistrats au parquet. Le procureur, moi-même, et un substitut. Quand j'étais à Marseille, on était près d'une 40aine de magistrats au parquet. Donc, c'est plus du tout la même gestion d'un groupe. Et ça, on apprend aussi ça. Non seulement à faire son métier, mais aussi le management. Quand vous êtes procureur ou président d'un tribunal, vous êtes chef d'une équipe. Et quelle relation on a avec ses collègues qui sont plus jeunes que vous, moins gradés que vous. Ça vous apprend des trucs. Et ça aussi, c'est un plus que j'ai eu la chance de connaître. Quand on est juge d'instruction, on est seul. On a son cabinet, on a son greffier, on n'a personne à gérer. Quand vous êtes procureur, vous êtes chef d'une équipe. Et c'est plus compliqué parce que dans l'équipe, il y a des gens bons, des gens moins bons, des gens qui sont... Et à un moment, vous avez du feeling avec certains, pas avec d'autres. C'est ce que j'ai aussi appris un peu. Et justement, dans toutes ces professions-là, c'est laquelle que vous avez préférée? Finalement, un quart de ma carrière comme juge d'instruction, les 3 quarts au parquet. Le métier le plus intéressant, c'est procureur de la République. Alors la Corse, c'était un moment fort puisque j'ai connu l'assassinat du préfet, un an après l'affaire des paillotes. C'est des postes marquants, ça et Marseille. Marseille, j'ai été surtout marqué par les règlements de compte, il y en avait beaucoup, comme aujourd'hui malheureusement. Et quand vous êtes proc, vous êtes votre patron et vous êtes l'interlocuteur du préfet, du maire, des maires, du chef de la police, du chef de la gendarmerie, et c'est super intéressant. Vous êtes beaucoup à l'extérieur. Moi, il m'est arrivé d'animer des réunions avec des chefs d'établissements scolaires, par exemple, sur la violence à l'école, avec des associations, des trucs sur l'environnement. Et à Marseille, en particulier, c'était formidable parce qu'on avait des domaines de compétences spécifiques, par exemple, tout ce qui était pollution maritime, affaires militaires, les délits commis par les militaires, et dans le sud, il y a beaucoup. J'ai passé 3 jours sur le Charles de Gaulle en mer, le porte-avions. Formidable. Pourquoi ? Parce que les délits commis par la marine, l'armée, sont traités par le parquet de Marseille, si un militaire fait. Donc ça m'a permis d'être en relation. J'étais à la Légion étrangère à Aubagne. Enfin, vous voyez, des tas de rencontres super intéressantes, de milieux particuliers. Le milieu de la politique, les élus locaux, des particuliers. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres à Marseille avec des citoyens, des habitants dans des quartiers qui étaient contents de voir le proc, alors qui se plaignent de la délinquance et tout. Mais c'était vachement sympa. C'est vrai qu'on vous a beaucoup vu à Marseille quand même dans les années. Ouais, puis j'allais aussi avec les communautés religieuses. J'étais souvent invité. Par exemple, il y avait la fête juive. J'étais invité le dîner du CRIF annuel avec toute la communauté juive, qui est importante à Marseille. Il y avait aussi les fêtes dans le milieu musulman. La rupture du jeûne, tout ça, j'étais invité, c'était très sympa. Avec les Comoriens, assez nombreux aussi à Marseille. Donc, avec l'évêque, l'archevêque de Marseille, il y avait aussi des rencontres. Parce que là, ce que vous dites, c'est comme si vous aviez une place particulière, finalement, en tant que procureur dans la ville. Le proc, il représente la justice. C'est lui qui poursuit les crimes et délits. Donc aujourd'hui, vous le voyez bien, la délinquance, c'est très vaste. Ça va du trafic de drogue jusqu'à la délinquance routière, les histoires dans les écoles. Donc le procureur, c'est un acteur social, local, important, avec le préfet, avec le maire, et surtout un procureur qui sort de son palais de justice, qui va au contact. Et moi, ça a toujours été mon truc. Moi, j'allais beaucoup sur les scènes de crime, sur le terrain. Je ne restais pas dans mon bureau. J'aimais beaucoup ça. J'ai appris énormément de cette manière, ce que d'ailleurs je raconte dans mes bouquins. Et ça a été un enrichissement. J'ai toujours été curieux sur le plan intellectuel de découvrir d'autres activités. Le monde des médias que j'ai découvert, le monde de l'édition. Voilà. Et je dis toujours que la curiosité, il faut que les jeunes l'aient aujourd'hui. Si on n'est pas curieux, si on est blasé de tout, on passe à côté de plein de choses. Bien sûr. Tout métier, toute activité est intéressante. J'ai visité des entreprises dans mes derniers postes. Malheureusement, on a eu le Covid qui nous a un peu gelés. On allait aller visiter des grosses boîtes ou des petites boîtes pour nous parler un peu de leur activité. Vous voyez, des univers. Et le proc, ce qui est bien, c'est qu'il peut être partout.
Alors, il effraie toujours un peu, hein. Le proc, ça fait un peu peur à certains. Mais finalement, le proc, il s'occupe d'affaires commerciales aussi. Il a des tas de domaines qui lui permettent d'être en relation avec le monde de la psychiatrie, le monde de l'hôpital, le monde de l'école. Et moi, j'ai toujours une conception très ouverte du métier. Et c'est ce qui m'a apporté beaucoup. Et moi, j'invite toujours mes collègues, je leur dis, essayez de faire ça. Si c'est pour rester dans votre bureau, rédiger des trucs, vous ne voyez personne, c'est regrettable. C'est ça. Je vois que vous avez une vision différente, effectivement, une ouverture. Ouais. Mais vous dites le proc fait peur. Mais est-ce que le proc a peur? Ah ben, il peut avoir peur. Il peut avoir peur physiquement dans certaines situations, de dire un peu tendu, s'il peut recevoir des menaces. Moi, j'en ai eu. J'ai eu des gardes du corps quand j'étais à Marseille, après l'assassinat du préfet, pendant plusieurs mois. J'avais 3 gars donc je me promenais dans la rue, j'avais un type devant, 2 gars de chaque côté. C'était pas très discret. Après, la peur, non, il faut pas l'avoir. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut dépasser ça, sinon vous pouvez pas exercer. Si vous faites un métier dans la crainte, après, on peut avoir peur de se tromper, Bien sûr. de prendre de mauvaises décisions, mais on est plusieurs, on les partage. Justement, quand on est juge d'instruction, j'ai commencé par là, on est seul. Quand vous êtes procureur, vous êtes avec une équipe. Donc, vous pouvez demander un avis à un collègue. Et ça, c'est bien. Et ça m'a beaucoup plu de ne pas être dans sa solitude, où quelquefois, le juge peut se tromper. Mais comme il est seul, il a du mal à apprécier les choses. Quand vous êtes avec d'autres collègues, vous pouvez leur demander ce qu'ils en pensent et tout. C'est la grande richesse du parquet. Et moi, c'est une dimension qui m'a beaucoup intéressé. Ouais. Vous estimez que vous êtes trompé à un moment donné, vous? Bien sûr, ouais, je pense. Je pense pas m'être trompé pour des choses graves, mais oui, je pense que je me suis trompé sur certaines décisions, sur certaines de mes demandes, sur certaines choses, où j'ai peut-être été maladroit dans les mots que j'ai utilisés, voire blessant, mais j'ai toujours été respectueux des autres, même des malfaiteurs, même des salopards. Hein. J'en ai vu pas mal, mais on n'attend pas d'un magistrat qu'il insulte les gens. Il est là pour faire son job. Même s'il a le pire des criminels face à lui, le juge d'instruction, il doit le faire parler. Et s'il commence à l'insulter, c'est fini, le gars. Donc, le respect de l'autre, on peut être très dur, même extrêmement dur, sévère, si on respecte l'intéressé. Si vous commencez à l'insulter, le mépriser, le type se verrouille. Et moi, j'ai commencé ma carrière en étant juge d'instruction, c'est-à-dire celui qui doit faire parler quelqu'un. Ça vous a servi. Ça m'a été utile parce qu'il doit instruire à charge et à décharge, etc. On n'est pas comme un accusateur. Et ça, je crois que ça m'a appris un peu les réflexes d'indépendance, parce que le juge, il est indépendant totalement. Et ça, c'est un truc qui m'a formaté, je crois, en début de carrière, parce que j'ai fait donc 10 ans quand même. Et ça m'a été utile après pour mon job de procureur. Bien sûr. Oui, c'est tout à fait logique. Mais je veux revenir sur cette histoire de peur. Parce que dans le livre Juge en Corse, à un moment donné, vous expliquez que un attentat frappe en plein été la voiture de fonction de mon prédécesseur en Corse, le procureur d'Ajaccio, Jean-Jacques Dubos, sur le parking de son domicile dans le quartier de Balestrino. Donc d'entrée, le ton est donné. Parce qu'en fait, pour remettre dans le contexte, vous étiez à Roanne. Et vous vous êtes dit, bon, je suis bien ici, mais j'aimerais bien, entre guillemets, un peu plus d'action, si je peux me permettre. Ouais. Donc, après 10 ans à l'instruction, j'avais envie d'avoir un poste moins confiné. Donc, de procureur, on m'a proposé Roanne, qui est un petit tribunal à 80 km de Lyon. C'était une région très sympa, plutôt en crise. Hein. Il y avait beaucoup de textiles à Roanne qui était en crise. Et je ne suis pas resté très longtemps à Roanne. J'ai dû rester 2 ans et demi, je crois. Je m'étais assez plu. Et après, j'ai candidaté pour un autre poste et j'ai candidaté pour Ajaccio. On était 3 candidats seulement à l'époque. Il y avait beaucoup d'attentats. C'est l'époque du FLNC. Ouais. Et mon prédécesseur, qui m'avait reçu gentiment un peu avant, m'avait expliqué qu'on lui avait mis une charge explosive sur la roue de sa voiture de service. Et j'avais repris le même appart que mon prédécesseur. Donc je me disais, quand je vais lui succéder, peut-être que je vais avoir la même mésaventure. Je me suis dit, putain, où est-ce que j'arrive? Moi, j'avais pas tellement peur pour moi, mais j'avais ma femme et mes gosses, mes 2 filles. Je me dis, c'est quand même un peu les emmener. Finalement, je suis resté 5 ans et j'ai pas eu de problème. J'ai eu de la chance. Parce que la Corse, c'est un endroit magnifique. Hein. Mais tous les soirs, il y avait des attentats. Je suis allé sur des destructions de palais de justice à Sartène, des attentats lourds. Hein. Il y avait des règlements de compte. Et puis, il y a eu, malheureusement, un gros truc, l'assassinat du préfet.
et 1 an après l'affaire des périodes. Et donc, je me doutais bien qu'en quittant Roanne, j'allais dans une sacrée aventure. Mais j'y avais réfléchi, j'en avais parlé avec ma femme. J'y avais été une fois en touriste en Corse. Bon. Et je me suis dit, je suis jeune, je vais y aller, quoi. Et moi aussi, je dis souvent aux jeunes aujourd'hui, magistrats, allez-y, allez dans des postes outre-mer qui sont pas faciles. Allez à Bobigny, c'est pas facile. Mettez-vous en danger. Et vous avez la possibilité dans votre métier d'avoir des postes super intéressants. Si vous voulez rester tranquille chez vous, dans votre petite province, vous pouvez le faire. Mais profitez tant que vous êtes jeune, que vos enfants sont jeunes, allez dans des postes un peu chauds. Et moi, je conseille beaucoup la Corse ou d'autres endroits, et ça m'a apporté énormément. J'ai connu ces grosses affaires, donc l'affaire des paillotes en 99 et 1 an avant, l'affaire du préfet Erignac, et puis d'autres affaires que j'ai racontées plus ou moins, et ça m'a... c'était des moments extrêmement forts et qui ont été peut-être un booster dans ma carrière, parce qu'après, je me suis pas trop mal sorti de ce dernier poste. Après, j'ai un peu levé le pied en étant à Bourg-en-Bresse, où j'avais envie de calme après la Corse, parce que la Corse, c'était quasiment, comme j'étais procureur, toutes les nuits, j'étais réveillé, soit quand j'étais de permanence, soit quand un collègue était de permanence et m'appelait pour dire on a fait sauter la perception, on a fait sauter le ci, le ça, on a tué un type. Et puis la Corse, quand vous circulez, il faut compter en heures de route, hein, c'est tout en virage. Donc quand j'ai quitté Ajaccio en 2001, le jour même de mon départ en avion, le matin, on avait flingué François Santoni, qui était un leader nationaliste. Il était dans une fête de mariage, il s'est pris une rafale de fusils d'assaut. J'avais été sur place et je prenais mon avion l'après-midi. Donc j'ai passé une nuit blanche. Voilà, c'est des affaires marquantes et j'ai eu la chance que ça se termine bien, parce que j'ai eu des gens qui ont... La Corse, ça les a un peu déstabilisés. Et par la suite, ça m'a aidé, je crois. Mais j'ai mouillé la chemise, hein, parce que j'ai fait des semaines de 80 heures, le week-end compris, des déplacements... c'était lourd, hein. Il valait mieux être jeune, d'ailleurs. Alors, heureusement, le cadre était magnifique, les plages et tout. Et puis la mentalité corse, j'aime assez. On a un point commun, d'ailleurs, les Savoyards à l'Écorce, c'est qu'on est des amateurs de montagne. Côté un peu taiseux. Voilà, c'est pas des gens qui parlent beaucoup, les Corses, comme les Savoyards. Et ça m'a plu, plutôt des gens authentiques. J'aime bien les gens authentiques. J'aime pas les gens qui se donnent des airs, qui se croient les grands. Tout ça, je préfère les gens simples et authentiques plutôt que les gens sophistiqués ou prétentieux. Et j'en ai rencontré, hein, des gens qui se croyaient arrivés et tout. Du moment que les gens sont loyaux et honnêtes avec vous, c'est la principale des qualités. Puisque après, si on vous manipule et tout, ça c'est... Donc ça a été quand même des moments forts. Et moi, je dis toujours aujourd'hui, si j'ai un jeune, va en Corse. N'y reste pas trop longtemps, parce qu'il faut prendre un peu de la distance, parce que comme c'est une île où il n'y a pas beaucoup de monde, les gens se connaissent, et si les magistrats veulent rester impartial, il faut qu'il ne reste pas trop longtemps. Mais vas-y, tu verras des trucs géniaux, quoi. Et alors tu verras qu'il y aura des soirs, c'est peut-être pas toujours évident, hein. On va te dire, il y a un gros truc à Bonifacio, tu as 2 heures de route, il faudra y aller, mais c'est génial. On apprend des choses qu'on ne verrait pas ailleurs. Et d'ailleurs, justement, vous avez parlé de cette grosse affaire du préfet Erignac que vous avez connue. Il y a en fait, dans cette affaire-là, dans votre livre, justement, je crois que c'est dans Mes homicides ou Cold Case, vous dites qu'il y avait justement des annonces qui disaient qu'il allait il se passait quelque chose. Il y avait un haut fonctionnaire qui allait être victime d'un attentat. Il ne s'est rien passé, en fait. Ouais, alors ça, on l'a dit après coup, c'était pas si net que ça, hein. Il y avait des actions nationalistes, des actions terroristes, mais c'était pas clairement, il n'était pas clairement exprimé un attentat, un projet d'attentat contre. Si ça avait été le cas, il aurait été protégé, le préfet. Lui-même, il faisait beaucoup de vélo, il circulait seul. Après coup, on a dit oui, mais il y avait peut-être des menaces. Pas vraiment, sinon je vous dis, il n'était pas suicidaire, hein, il se serait protégé. Lui, par exemple, il prenait son vélo et il faisait des grandes randonnées tout seul. Aujourd'hui, plus un préfet ne fait ça, quoi. Et c'est qui était une marque de confiance vis-à-vis de la population. Il a été lâchement abattu en 98, alors qu'il avait déposé sa femme à un concert et lui, il rentrait à pied. Enfin,
Et c'est terrible parce qu'il a été abattu dans le dos. C'était un acte tout sauf glorieux d'ailleurs. Lui, il était désarmé et tout. Mais la Corse, c'est toujours compliqué parce qu'à l'époque, il y avait des affrontements entre nationalistes, il y avait du banditisme. C'est toujours un milieu complexe, la Corse, qui revient dans l'actualité régulièrement. En ce moment, ils ont un problème avec le narcotrafic qui a envahi la Corse aussi, parce que pendant une période, ils étaient un peu épargnés, les Corses. Puis finalement, aujourd'hui, il y a de l'argent qui circule et ça pourrit un peu la jeunesse et tout. Un sujet. La Corse est un territoire compliqué où il y a des traditions, il y a des habitudes, il y a des choses pas toujours simples. On a fait un peu la guerre au port d'armes, parce que en Corse, beaucoup de gens se baladaient avec des flingues. Je l'ai raconté, ça aussi. Et nous, avec le président du tribunal, on était très dur vis-à-vis des gens qui étaient porteurs d'une arme à feu, même s'ils ne l'avaient jamais utilisée. Par exemple, ils partaient pour 2 ans de prison ferme pour lutter contre cette mauvaise habitude de se balader avec une arme dans la voiture. Aujourd'hui, je pense que les choses se sont bien améliorées, mais il y a une culture de la chasse en Corse, et beaucoup de gens sont armés, et ça, nous, on était au tribunal très sévère. Par exemple, En parlant de Corse, enfin, Ouais. vous avez dit tout à l'heure, vous parlez de livres, etc. Bon, je tiens à le dire, vous avez écrit 6 livres. ouais, Vous avez écrit 6 livres, dont le dernier que voici, Sur les chemins du crime, qui est paru il y a très très peu. ouais. On va y revenir juste après. Moi, j'aimerais revenir sur Mes homicides. Celui-là. Apparemment, il est collector en plus. Ouais, épuisé. Dedans, justement, là, on a parlé de Corse, vous en parlez, mais j'aimerais revenir sur l'épisode marseillais. Vous dites que installé dans vos fonctions à Marseille le 17 mai 2008, je ne tarde pas à connaître mon premier règlement de compte. Directement. Ouais. Parce que Marseille, votre épisode Marseille est marqué par les règlements de compte. Depuis 20 ans, 25 ans maintenant, même avant, puisqu'il y a toujours eu une grande criminalité à Marseille. Si vous lisez des livres sur l'histoire criminelle de Marseille, au début du XXe siècle, il y a eu des bandes qui s'affrontaient, il y avait des morts, hein. En plein centre-ville, au Vieux-Port, ça défouraillait, comme on dit, ça flinguait. Il y a eu l'époque Spirito-Carbone, qui étaient des voyous pendant l'avant-guerre. Et puis, il y a toujours eu ces traditions, Francis le Belge, Jackie le Mat, Zampa, du grand banditisme. La nouveauté, ces 25 dernières années, c'est la diffusion du trafic de drogue dans les cités, comme ailleurs en France, avec des affrontements, des guerres qui se traduisent par des règlements de compte. Avec des périodes, l'année 2023 était une année terrible, il y avait énormément de monde. Mais moi, quand je suis resté entre 2008 et 2013, on avait entre 20, 25, 30 règlements de compte par an, sans compter les autres crimes. Et donc, je suis allé sur un grand nombre de flingages, beaucoup dans les quartiers nord, mais aussi dans les quartiers sud. Je dis souvent que j'ai fait du tourisme judiciaire. J'allais dans des cités la nuit avec un collègue sur des gens qui ont été explosés à la Kalachnikov. J'étais sur une tuerie, je crois que c'était 2010, Sainte-Marthe ou 2009. 2009. Vous l'avez Ouais, écrit dans votre 2009. livre. C'est la pire que vous ayez. Il y avait 5 jeunes dans une voiture, 3 morts et 2 blessés graves. 2 équipes qui étaient armées, une équipe adverse de calage, de fusils et de pistolets ont tiré. Il y aurait pu y avoir 5 morts. Sachant que la plus grande tuerie, elle est toujours marseillaise, elle remonte européenne, hein, hors terrorisme. Elle remonte à 1978, le bar du téléphone. 10 personnes ont été tuées dans un bar à Marseille. Il n'y a pas eu mieux en nombre de victimes en Europe que cette affaire. Donc, d'ailleurs, je me dis toujours, imaginez qu'une tuerie se produise aujourd'hui. On dirait, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a eu le bar du Tanagra, je crois, sur le Vieux-Port, il y a eu 4 morts. Voilà, donc, parce qu'on a toujours tendance à croire qu'aujourd'hui, c'est bien pire qu'avant, mais si on se reporte aux années 90, 80, 70, il faut voir ce qu'il y avait. J'en ai discuté avec Denis Trocero de La Provence, qui est resté longtemps à la rubrique police-justice de La Provence. Ils ont publié pendant plusieurs années des hors-séries sur les faits divers. Et donc entre les années 60, 70, 80, 90, et si certains faits divers avaient lieu aujourd'hui, ce serait chaud pour le ministre de l'Intérieur. Il y a eu une tuerie, on en a pas, la tuerie d'Oriol, il y a eu le meurtre d'un juge, il y a eu des affaires
incroyable. Si elle se produisait aujourd'hui, je me souviens d'une affaire racontée je crois que c'est 1973, où un Arabe égorge un chauffeur de bus dans son bus. Imaginez que ça se produise aujourd'hui. Ça pourrait se produire aujourd'hui. Vous voyez tous les ingrédients qu'on exploiterait. Voilà. Et souvent, on oublie tous ces événements et on a l'impression qu'aujourd'hui, la France est à feu à sang. Mais non, quand on regarde le passé, c'était incroyable. Vous feuilletez une année du journal La Provence, vous allez voir les faits divers, qu'il y avait des tueries, des meurtres, des trucs. Et donc, mais c'est du passé, puis à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est ça. Donc, il n'y avait pas la diffusion comme aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il se passe un truc en Australie, dans la minute, vous savez ce qui se passe. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est toujours intéressant de se plonger dans l'histoire criminelle. Il faudrait qu'un jour, vous invitiez, Audrey, un historien de l'histoire judiciaire. Je peux vous donner quelques noms criminels, parce qu'il vous parlerait de ça, de cette violence qui a toujours existé, des jeunes qui ont commis des tueries de familles, des trucs assez incroyables. La tuerie du Sofitel, c'était à Avignon. Là aussi, c'est les années 80-90. Il y a eu 7 morts dans un hôtel, quoi. Donc, mais c'est des affaires qui commencent à être lointaines. Et moi, j'invite toujours les personnes intéressées à lire des ouvrages un peu, soit d'anciens policiers et tout, parce qu'ils verront qu'il y a des trucs incroyables. Et s'ils se produisaient aujourd'hui, ce serait un sacré retentissement. Hein. Des meurtres de juges, des assassinats d'enfants. Voilà, à une époque où les gens étaient quand même inquiets aussi. Donc, voilà, j'ai eu la chance d'avoir eu des postes avec une forte identité, et je me suis toujours un peu intéressé, quand j'ai eu le temps, à l'histoire criminelle locale. À Bourg-en-Bresse, où j'étais procureur, je me suis intéressé à l'affaire Joseph Vacher, tueur en série, qui a sévi à la fin du 19e siècle, qui a inspiré le film Le Juge et l'Assassin avec Galabru et Philippe Noiret. C'est un routard qui a tué 11 enfants et bergers-bergères dans le grand sud-est de la France, et il a été condamné à mort. Et voilà. Et je me suis toujours un peu intéressé aux affaires judiciaires dans les postes que j'ai faits. C'est très intéressant. Mais justement, Marseille, ça vous a quand même impacté? Ouais. Bah oui, parce que j'ai passé beaucoup de temps la nuit dans des endroits terribles, entendant les cris des familles. Puis j'ai eu d'autres affaires. Hein. On a poursuivi des hommes, des femmes politiques là-bas. J'ai eu un gros procès. C'est mon seul procès où j'ai participé. C'est l'affaire des implants mammaires, des prothèses mammaires, PIP, où il y avait 8000 parties civiles et il y avait quelques prévenus. C'était une entreprise qui fabriquait des prothèses mammaires pour les femmes, qui étaient frelatées. Et donc, il y avait des ruptures, des choses comme ça. C'était une grosse affaire. Voilà, des affaires des affaires de pollution maritime, d'accidents aériens. J'ai tout eu à Marseille. Des crimes bizarroïdes, des cold cases. Vraiment, et ça, c'est la richesse de ce poste, et qui à chaque fois met un coup de projecteur sur quelque chose, et ça m'a appris beaucoup. Ouais, Je me souviens d'avoir fait un tour dans un foyer d'hébergement d'urgence, je ne sais pas s'il existe toujours, qui héberge des clochards, des SDF. Ça aussi, c'est la marginalité. Putain, un foyer, donc il y a des gens qui sont SDF depuis un jour ou deux, qui sont provisoirement, et puis il y a des vrais clochards, des gens qui ont 30 ans de rue. Vous savez, on parle des grands criminels, des grands malades mentaux, et il y a ce qu'on appelle les grands marginaux. Des gens, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils ont 60 ans alors qu'ils ont 30 ans, et qui sont dans la rue depuis 20 ou 30 ans. Ils meurent assez jeunes d'ailleurs, hein, avec de l'alcool. Et j'ai visité ce foyer avec le médecin. Donc j'ai vu des gens qui étaient un peu en galère, mais j'ai vu ce que c'était que des clochards, quoi. Enfin, vous savez que ceux qu'on voit dans la rue, hein, les types, le vrai clochard. Type, je me souviens, je l'ai raconté d'ailleurs en rentrant le soir à 19h, c'était pas tard, dans la chambrée, vous étiez 6. On ouvre la porte, un mur d'odeur. Un mur, c'est-à-dire que, vous voyez, 6 mecs qui sentaient même plus leur odeur, quoi, qui dormaient comme des brutes, parce que souvent ils n'arrivent pas à dormir, les clochards. Hein. Et les types, ils me racontaient que certains, ils se lavaient plus du tout.
Il y en avait qui avaient tous des problèmes mentaux. Ils mangeaient la tête dans l'assiette, quoi. Ils ne servaient même plus des mains. Enfin, vous vous rendez compte les pathologies de gens qui vivent dans la rue depuis tellement d'années qu'ils sont inadaptables. Ils ont rompu avec leurs proches et la plupart meurent un jour. Et ça, c'est un univers que j'ai découvert qui est vachement intéressant, qui est triste, qui montre que la société, elle a aussi ses marginaux et des gens qui sont malheureusement sans espoir de retour à la vie normale. Non, mais c'est intéressant parce que là, ça, vraiment... on voit dans les grandes villes, plus que dans les petites villes, évidemment. C'est intéressant parce qu'en fait, là, on voit vraiment que vous êtes curieux. Vous vous déplacez, vous essayez d'apprendre sur l'humain. J'allais beaucoup dans les prisons aussi. J'ai toujours été beaucoup visiter les prisons. Quand j'étais juge d'instruction, je mettais en prison des gens. Parce qu'il n'y avait même pas encore le JLD. Et j'allais régulièrement à la prison de Lyon, par exemple, pour voir mes détenus. Pas tous, je les rencontrais, je discutais, je rencontrais avec les... Parce que Badinter, qui était le ministre de la Justice à l'époque, avait lancé pour les futurs magistrats l'obligation de faire un stage de 15 jours comme surveillant de prison. Et moi, je fais partie de la première promotion d'élèves magistrats, auditeurs de justice, où avoir fait un stage donc de 15 jours, je l'ai fait à la prison de la Santé à Paris, avec l'uniforme. Ah. Et à l'époque, il y avait la casquette. Maintenant, les surveillants, ils n'ont plus de casquette. À l'époque, et pendant 15 jours, j'étais dans une grande prison comme la Santé, où il y a 1000 détenus, plus de 1000 détenus, j'étais anonyme. On était immergés comme ça, et c'était pour qu'on découvre la prison. Et je me souviens encore aujourd'hui, c'est pourtant vieux, première semaine, j'étais en doublette avec un surveillant, et la deuxième semaine, j'étais surveillant d'étage. J'ouvrais les cellules, j'amenais les mecs au parloir et tout, sondais les barreaux. Et j'ai encore des souvenirs aujourd'hui. Et les gens ne savaient pas qui j'étais. J'allais pas dire que j'étais un futur magistrat. J'ai dit, voilà. Et c'était un moment extrêmement fort et d'immersion dans un univers que j'allais connaître comme futur juge, quoi. Et après, dans tous mes postes, j'ai dû visiter, je sais pas, une vingtaine de prisons, des petites prisons. Dans Colquet, je raconte la prison, on en parlera, NCSI. Mais j'étais dans des maisons d'arrêt, dans des centres de détention, rencontrer les surveillants, discuter avec des détenus. J'allais beaucoup discuter avec les détenus. Ça m'a toujours beaucoup plu, la rencontre humaine. Je vois ça, je l'entends en fait. Je vois que parce que vous vous déplacez, etc., vous aimez parler avec les gens, même si ils ont peut-être commis des choses atroces ou que ce sont des personnes lambda. Et c'est intéressant, ça prouve une dimension quand même humaine. C'est l'intérêt du métier, parce qu'il y a un aspect juridique, il y a rédiger des beaux jugements, faire du droit, ok. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus. C'est de prendre des décisions sur la vie des gens, de rencontrer ces gens. Ça va du grand chef d'entreprise, de l'élu, du député, machin, jusqu'au marginal. Et c'est ça qui est riche, la diversité humaine. Et moi, ça m'a énormément appris. Et ça m'a rendu humble, quelque part, parce que je me dis que finalement, on peut vite tous basculer dans un moment difficile. Bien sûr, ça va un peu de pouvoir... Et donc, faut pas non plus croire que tout est acquis comme ça. Ça m'a appris aussi la tolérance, de dire que y a des choses où vous dites des gens qui n'ont pas de chance, qui sont plongés là-dedans. Alors après, on va jamais excuser un père incestueux et tout ça, évidemment, mais de comprendre des choses, des situations, de comprendre des métiers. Parce que si vous ne savez pas ce que fait un journaliste, vous allez être critique vis-à-vis des médias, alors qu'un journaliste, il a des contraintes. Si vous ne savez pas ce que fait un policier, vous allez être critique. Il y a un moment, quand on est magistrat, c'est bien de connaître un peu les activités de vos partenaires, qui sont nombreux, ça peut être les médecins de l'hôpital, etc., mais de connaître un peu leur vie. Et on a la possibilité dans ce métier de faire beaucoup de stages ou de passer une journée avec un organisme. Et donc, si vous ne le faites pas, vous vous privez d'une connaissance. Et si vous ne connaissez pas, vous aurez des a priori. Tandis que quand vous allez à la rencontre, je l'ai fait avec l'armée aussi, vous comprenez mieux des réalités. Comme nous, on recevait au palais de justice des stagiaires, qui pouvaient être de la police et tout, pour mieux comprendre avec qui ils travaillaient. Quand on va vers l'autre, vos idées, vos préjugés, ils tombent. C'est toujours pareil. Oui, c'est intéressant en tout cas les démarches que vous avez pu faire. Regardez le discours des gens. Les immigrés, il faut les mettre dehors. Mais comme par hasard, s'ils ont l'arabe du coin, l'épicier ouvert, bien sympa, il dit « Ah, lui non, il est sympa ». Pourquoi ? Parce qu'ils le connaissent.
Hein, tandis que les migrants, ben, on les connaît pas. Donc, mais dès que vous avez quelqu'un qui, par hasard, est gentil, tout se passe bien, lui, celui-là, faut le garder. Pourquoi? Parce que c'est une méconnaissance. Hein. On ne connaît pas, donc on a peur, on veut. Mais dès qu'on connaît, on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens bien, et c'est tout. Donc, souvent, c'est le fait qu'on ne va pas assez vers l'autre, donc on a des a priori terminés. Que ce soit dans tout, avec la police, avec Ah, tout le monde. moi, je suis d'accord avec vous. En tout cas, je souscris justement à ce que vous dites et je trouve ça intéressant, le fait de s'intéresser, surtout dans votre fonction, s'intéresser aux gens Ouais. et d'être curieux. Je trouve que ça apporte, on apprend. La curiosité intellectuelle, ça vous ouvre des horizons fantastiques, mais c'est valable, ça peut vous faire intéresser à des sujets, à la littérature, à des C'est tas ça. de domaines. On ne peut pas s'intéresser à tout. Mais si vous n'avez plus de curiosité, ça devient triste parce que vous allez finalement, rien ne vous intéresse, quoi. Si ce n'est vous, il faut s'intéresser aux autres dans tous les métiers, hein, que ce soit un C'est ça. métier manuel, un métier artisanal, tout est intéressant. Les gens qui fabriquent du fromage, enfin, tout est intéressant. Et tous les métiers sont respectables. Il y a des métiers qui ont évolué. Quand je visitais des entreprises, récemment, on voyait des entreprises où vous voyez, avec des grands entrepôts, vous ne voyez pas un ouvrier. Tout est automatique. Alors qu'il y a 30, 40 ans, il fallait plein de gens. Notamment, vous savez, tout ce qui est expédition de colis et tout. Il fallait de la manutention et tout. Exact. Aujourd'hui, vous avez des machines qui plient, des cartons, il n'y a plus personne. Et là, comment dire, la pénibilité de certains métiers est plus celle du passé. Je me souviens d'un truc, quand j'étais gamin, dans la rue, moi j'étais à Annecy, qui démarrait, il y avait les ramasseurs, les éboueurs. Le gars qui conduisait le camion, c'était un Européen, français. Les gars derrière, c'était des Arabes. Et à l'époque, ce n'était pas des camions poubelles comme aujourd'hui. Il y avait une benne à l'arrière, ouverte, et les gars, les éboueurs, prenaient des grosses poubelles en caoutchouc lourd, non, qui devaient, quand elles étaient remplies, qui devaient faire facilement 30 kilos, 40 kilos. Et à la main, ils vidaient la poubelle dans la benne arrière, qui avait, alors, avec les relents des trucs. Et on est compte, la manutention, ils faisaient des rues entières, ils se cassaient le dos, les gars. Aujourd'hui, le métier est encore difficile, mais c'est automatique. Vous savez, les poubelles sont standardisées, on lève, elles se versent tout seul. Mais vous vous rendez compte, le métier, comme il a changé. Bien sûr. Et c'est valable pour plein d'autres jobs. La pénibilité est plus celle d'autrefois. Les gens, d'ailleurs, ils mouraient beaucoup plus jeunes. Hein. Ils se cassaient le dos, etc. Il y a peut-être un des rares métiers qui n'a peut-être pas évolué, c'est déménageur. Parce qu'il faut porter. Alors, il n'y a pas tellement... Si, il y a des monts de charge qu'il n'y avait pas avant. Hein. Il fallait se prendre dans les étages. C'est peut-être ça qui a changé. Mais le reste, il faut quand même soulever des trucs. Voilà, et ça m'a toujours intéressé, l'évolution technologique avec des changements de métier, même chose sur la médecine, sur la science, et tout ça, quoi. Très intéressant, très intéressant. Et là, je vais parler un peu de votre livre Cold Case, qui est là, qui est sorti en 2023 ou 22 Oui, c'est ça. 2023. Vous dites, donc on va revenir sur le sujet parce que je l'avais évoqué, juin 2017, vous décidez de vous rendre à la prison centrale d'Ensisheim. Ouais. En Alsace, où sont emprisonnés les assassins, meurtriers et tueurs en série parmi les plus connus. Donc vous décidez de passer 2 jours là-bas. Ouais. Est-ce qu'on peut y revenir? Qui vous rencontrez? Ouais. 2017, j'avais à l'époque, puisque dans le cadre des activités d'enseignement que j'ai beaucoup menées parallèlement à mon activité de magistrat, j'ai dirigé des sessions de formation continue à l'école de la magistrature. Pendant plusieurs années, j'ai animé la session qui s'appelle Crime de sang, crime de sexe, qui existe toujours. Il y a une centaine de participants, magistrats et autres. Et j'avais eu envie, comme je l'avais animé, d'aller à Ensisheim, où sont détenus des grands assassins. On parlait des grands marginaux. Là, c'est les grands assassins, notamment des tueurs en série, et notamment les stars, les fameuses stars. Et le directeur m'a bien accueilli. Et on a tourné, il m'a fait visiter l'établissement, qui est une prison ancienne, hein, qui est au cœur d'un village en Alsace. Ça fait vivre d'ailleurs, je pense, pas mal de gens du village. Et il y a 200 détenus, dont ces fameuses stars. Et ça a été un moment fort, ouais. Vous avez vu, vous dites le premier, vous voyez quelqu'un qui balaie, vous reconnaissez, c'est Vincent Aiuttino, tueur en série des années 80, je crois, dans l'Est de la France. Ouais, c'est ça.
Il a tué Euh, 3 ou 4 personnes. Exactement, des Un femmes. type très sympa. On a discuté un peu comme ça. Je l'avais reconnu parce que je me suis toujours intéressé à tous ces assassins. Et il doit toujours être détenu là-bas. Et puis après, on a rencontré les fameuses stars, C'est quoi. ça, Vincent. Donc, vous dites Vincent Ayutino. Après, vous marchez, vous rencontrez Francis Holm. Vous dites que Mhm. sa prison, elle n'était pas très propre. Ouais, il revenait du procès des 2 gamins Montigny-les-Metz. Montigny-les-Metz où il avait été condamné et il était surtout catastrophé parce que son seul visiteur, c'était sa sœur. Exact. Et comme il avait été transféré à la prison dans l'Est, sa sœur n'avait pas pu le voir. Et ça, c'était sa 11e condamnation pour... Enfin, c'était les 11e meurtres qu'il avait commis. Un type qui a des problèmes mentaux, prison, cellule dégueulasse, pas arrangé, parce que la plupart des détenus dans les maisons centrales, ils sont toujours seuls en cellule, et ils prennent soin, ils entretiennent, parce qu'ils y vivent depuis des années. Lui, c'était pas le cas. Et lui, il est détenu depuis maintenant très longtemps, et je doute aussi qu'il sorte, quoi. Ensuite, vous rencontrez celui que vous considérez comme étant peut-être le pire, le Oui. plus terrifiant tueur en série français, qui n'est plus de ce monde, Michel Fourniret. Ah ouais, alors lui aussi, il en est à 11 assassinats. Alors pour certains, il n'a pas été jugé puisqu'il est mort avant. C'est Monique Olivier qui a été condamnée. Et Francis Nagbar en a parlé, il avait parlé d'une trentaine qu'il aurait commis, 30-35. On ne saura jamais finalement. Le pôle de Nanterre continue à travailler sur lui. Et on est allé dans sa cellule. Alors elle était plutôt bien rangée, mais alors, il y avait partout des documents sur des fils, il y avait des petits papiers, c'était devenu un maniaque, des notes. Alors il nous disait, les journées sont trop courtes pour moi. Le type, il est condamné à perpète, il écoutait France Culture et tout ça, il écrivait des trucs bizarres, il sortait quasiment jamais ou très peu, aucun contact avec les co-détenus. Et ce gars-là, un petit bonhomme barbu, avec un regard quand même un peu étrange. Et à un moment, il s'est confié, disant que les nuits sont quand même un peu dures, hein, de temps en temps. C'est-à-dire qu'on sentait que le fantôme de ses victimes le hantait. Un type qui arrivait à jouir de la strangulation, de l'étranglement de ses victimes, qu'il violait préalablement. Vous vous rendez compte, le personnage, pour moi, c'est le pire tueur en série français de ces 50 dernières années, je pense. On ne saura sans doute jamais le nombre exact de ses victimes. Lui, il enlevait, il violait et il assassinait ses victimes. Hein. C'est-à-dire des jeunes femmes, des jeunes filles, avec l'aide de sa femme. C'est effroyable. Et ce gars-là, quand vous le voyez, il ne payait pas de mine. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est comme ça qu'il a pu mettre la main sur le magot des postiches, parce que justement, on le voyait comme quelqu'un qui payait pas de mine, et finalement, c'était quelqu'un qui était Qui très avait malin. pris goût à la mort violente, au meurtre, sentiment de puissance. Il voulait assouvir ses fantasmes. C'est ça. Et un prédateur, quoi. On ne sait pas combien, finalement, parce que peut-être qu'un jour, avec Monique Olivier, on a des... Mais elle dira de moins en moins de choses, je pense. Et c'est atroce. Ouais. Non, nous, ici, on a reçu Jean-Luc Ployer, qui est expert psychologue judiciaire, qui a justement expertisé Michel Fourniret. Il a parlé avec lui, je crois, entre 8 et 9 heures. Ouais. Il a dit que c'était très, très grosse expérience. Ah ben oui, il y a Zaguri aussi, l'expert psy qui a travaillé sur lui. Oui, c'est effroyable. Ces gens-là, alors ils sont des fois, avec les experts, ils ne se confient pas toujours, hein, c'est pas évident, mais sont des grands psychopathes. Ils ont un trait de caractère, les tueurs en série, la plupart, c'est l'indifférence à la souffrance des autres. Quoi. On appelle ça la psychopathie. Et des gens qui sont prêts à tout, pas de sentiments, finalement, et heureusement qu'il n'y en a pas trop des gens comme ça. Il y en a en politique, des psychopathes. Alors, ce ne sont pas des meurtriers, mais vous savez, des gens froids, qui sont prêts à ce qu'on appelle les tueurs en politique, hein, qui n'ont pas de sentiments. Il y a des chefs d'entreprise psychopathes aussi, hein, et quelque part, si vous voulez aller jusqu'au bout, il vaut mieux être psychopathe. C'est-à-dire qu'à un moment, quels que soient les dégâts que vous causez, vous y allez. Vous n'avez pas d'état d'âme, choses comme ça. Et évidemment, en criminalité, c'est la capacité de commettre le pire sans que ça vous émeuve, quoi. Alors ça, c'est le plus grave. Et ça, on le retrouve chez beaucoup de tueurs en série, qui ne sont pas forcément des malades mentaux. D'ailleurs, aucun ces dernières années n'a été reconnu fou, mais qui jouissent, retrouvent un sentiment de puissance à tuer les autres, quoi.
Et tous ces tueurs en série, il y en a quand même un certain nombre en France. Je ne Exactement. sais pas combien ils sont actuellement détenus, mais il y en a peut-être une bonne trentaine, parce qu'il y a les grandes stars dont on se souvient, mais il y en a d'autres Dont on parle peu. qu'on a oubliées. Il y a toute une série, il y a Gilbert Hill qui a écrit un bouquin sur les tueurs en série en France. Il y a ceux que tout le monde connaît, mais il y en a plein qu'on a oubliés, même dans des temps anciens. Ce qu'on peut dire, c'est que sur ce sujet, je pense à Nordal Lelandais et d'autres, peut-être qu'on arrive à mettre hors d'état de nuire des gens avant qu'ils deviennent vraiment tueurs en série. Moi, il m'est arrivé d'avoir un type, je me souviens, il avait tenté de tuer quelqu'un et je me suis dit, ce gars-là, si on ne l'avait pas arrêté, il aurait tué d'autres personnes. Il était parti sur un truc. Je raconte un tueur en série dans mon dernier bouquin. On a jugé d'origine belge. Il en était à son 4e meurtre et je crois que lui aussi, si on ne l'avait pas arrêté, il était parti pour... sur une série, ouais. Voilà, alors... Les Américains, eux, ils ont des tueurs en série bien supérieurs à nous parce qu'on met du temps à les identifier et ils tuent 20, 30, 40 fois. J'ai vu qu'il y a un tueur en série russe, là aussi, avec plus de 50 victimes. Les Russes, on les oublie, mais ils ont... Joueur d'échecs, je crois, sur surnom. Ouais. Ils ont des... Enfin, nous, on est des petits joueurs, entre guillemets, par rapport à des tueurs en série dans certains pays, qui montrent aussi que la justice n'a pas très bien fonctionné, ou les services d'enquête, parce que les types y agissent sur plusieurs endroits et on ne fait pas de rapprochement. Nous, heureusement... Le dernier tueur en série, il remonte déjà à quelques temps en France. Il y a des violeurs en série, un peu moins connus, mais les tueurs en série, regardez ces dernières années, on ne pourrait pas en citer un. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Peut-être qu'ils arrivent à faire disparaître le corps de leurs victimes. Mais en tout cas, on a moins de noms qu'avant. C'est vrai. Et le dernier, justement, tueur en série que vous avez vu, c'est Guy Georges. Oui, alors lui, très différent des deux autres. Obèse. On a toujours l'image de Guy Georges en 98 quand il était arrêté. Et là, il avait pris 30 kilos. Très sympa. Il était dans une pièce en train de jouer aux cartes avec un ou deux détenus. Et on a discuté un peu de choses banales. Mais souriant, jovial. Lui aussi, il a tué quand même 7 jeunes femmes. Terrible à Paris, dans l'Est parisien. D'ailleurs, dans ce coin. Dans ce secteur. C'est vrai. Et on n'aurait pas dit. Alors, il faisait partie du groupe de rock de la prison. Il fait de la batterie. Lui, il est détenu depuis 98, donc ça va faire 27 ans. Et il a d'ailleurs purgé sa période de sûreté qui était de 22 ans. Et je ne pense pas qu'il sorte un jour, quoi. À moins qu'il doit avoir une soixantaine d'années, peut-être pas encore. Et lui aussi fait partie des gens dont on doute qu'il soit remis en liberté, sauf pour des raisons de santé. Mais vous pensez que les gens qui sont condamnés là-bas peuvent sortir ? Pour l'instant, aucun tueur en série, à ma connaissance, n'a été remis en liberté en fin de peine. Parce que je crois qu'il y a Patrice Allais qui est là-bas aussi. Oui. Voilà, aucun n'a été remis dehors. Émile Louis, il est mort là-bas. Fourniret, il est mort là-bas. Il y a eu Vangeloven, il est mort là-bas, qui avait tué deux gamines. Enfin, il y a un certain, je crois, Patrick Tissier, exactement, qui est un sacré assassin, récidiviste de meurtre. Donc, ce serait un indicateur si un jour un de ces individus est mis dehors, mais j'en doute. On en reparlera. Par contre, des gens qui ont tué une fois, qui sont remis en liberté, il y en a chaque année. Des gens qui ont été condamnés à 30 ans ou à perpétuité, mais qui, au bout d'un certain temps, sont remis en liberté en conditionnel. Il y en a un certain nombre qui se font oublier. Mais je ne vois pas un tueur en série remis dehors. Parce qu'il y aurait un risque. Ouais, c'est compliqué. Il y a eu le débat avec Dutroux en Belgique. Sa femme avait été relâchée, mais est-ce que lui sortira ? J'en doute. Parce qu'après, les gens ne supportent pas. Puis vous voyez, aujourd'hui, la France, les pays européens ne supporteraient pas plutôt pour le durcissement des peines qu'on remette en liberté. Et là, on prendrait un risque quand même. Et justement, pour en revenir à votre livre, donc Cold Case, pourquoi vous avez voulu écrire sur les Cold Case ? Parce que je sais que vous avez été confronté à beaucoup de Cold Case aussi dans votre carrière. Ouais, c'est à la fois à la suite d'une pratique personnelle, professionnelle, et aussi d'une réflexion. La pratique, c'est... j'ai laissé derrière moi, quand j'ai quitté mes fonctions de juge d'instruction, 10 affaires de crimes de sang non résolues à Lyon, des affaires de meurtre. Mais à l'époque, on ne connaissait pas l'ADN, qui a été une révolution, parce qu'il y a des affaires que je n'ai pas pu résoudre, qu'aujourd'hui on pourrait résoudre, parce qu'on ne savait pas qu'un meurtrier laissait des traces, autres que digitales.
des cellules, etc. Et donc, et ça m'avait un peu, frustré. Et une affaire que je raconte souvent, c'est l'affaire de la petite Muriel Théron, une jeune lycéenne de 17 ans qui avait été violée et étranglée à Lyon. J'étais le premier juge saisi du dossier et on n'a jamais pu le résoudre. Moi, je suis parti 1 an après, le dossier est transmis au pôle et il est toujours ouvert. Donc, je me suis dit, il faut qu'on améliore les choses. Les années sont passées. J'ai mis en place une cellule cold case. Je fais partie d'une commission sur les tueurs en série à Paris. J'ai mis en place, quand j'étais à Marseille, une cellule cold case entre 2008 et 2013. Et puis, par la suite, j'ai proposé, c'était en 2018, au ministère de la Justice justement de faire mieux que ce qu'on faisait, parce que toutes ces affaires étaient traitées de façon éparse. On m'a confié la présidence d'une commission. On a bossé en plein Covid, malheureusement, on était une douzaine, dont Didier Seban, etc. Et on a produit un rapport en 2021, d'où est sortie, en particulier, la création d'une justice spécialisée. Pourquoi ? Parce qu'il faut des juges à plein temps pour traiter de ces affaires anciennes. Les juges ordinaires sont pris par des urgences. Et tout ça a suivi son chemin. Et c'est plutôt satisfaisant de se dire qu'on a bossé, on a produit un rapport, que ça apportait quelque chose, parce que toutes les familles se plaignaient que leur dossier, on ne s'y intéresse pas. Et le juge de Brest, de Toulon, de Toulouse, il vous dira, moi j'ai des cold cases, mais vous savez, j'ai 130 dossiers, j'ai des trafiquants de drogue et autres. Ces dossiers-là, je n'ai pas le temps de les traiter. D'où l'intérêt de spécialiser la justice. Et c'est plutôt satisfaisant de voir que ça fonctionne depuis 3 ans. C'est très intéressant. En tout cas, félicitations par rapport à ce rapport-là. C'est-à-dire que c'est... Votre travail collectif, en tout cas. Ouais, puis j'ai vu les problèmes des familles et puis le fait que la justice, quelquefois, aurait aimé faire mieux, mais qu'elle était prise par des urgences. Aujourd'hui, la justice se spécialise en matière de terrorisme, en matière de santé publique et autres. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet justement d'avoir de la disponibilité. Puis aussi des gens, parce que la police scientifique, ça évolue tout le temps. Si un jour vous recevez un policier scientifique, il vous dira que en 10 ans, on a fait des progrès considérables. Et dans 10 ans, ça va encore changer. Donc, ça permet de résoudre des crimes. Et tout ça fait que j'ai voulu le raconter dans ce bouquin pour des collègues, pour des étudiants, puis pour des citoyens qui ont envie de mieux comprendre C'est aussi dû à vos rencontres avec les familles, justement, qui se plaignaient. Vous dites, je pense, parce que vu votre personnalité, je pense que c'est... Bah ouais. Et puis je continue à le faire aujourd'hui dans l'émission Appel à témoins, où je rencontre des familles qui ont un proche a disparu et tout ça. Vous savez, je me dis un truc, et si ça m'arrivait moi ? Ça peut nous arriver à tous. Bien sûr. Alors après, on prend de la distance vis-à-vis de tout ça. Il y aura toujours des crimes impunis. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Hein. Il y en a moins en France que dans certains pays où il y a tellement de crimes que finalement, un de plus, un de moins, on s'en moque. Donc, c'est plutôt ce qu'on fait en France. On est un des premiers pays du monde à avoir une justice spécialisée, donc il faut le dire, parce que souvent on se flagelle, et c'est porteur de plein d'espoir pour les proches, et ça va encore se développer. En tout cas, je réitère mes félicitations par rapport à ça. Et justement, donc vous avez écrit sur les cold cases, pardon, on a reçu ici Raphaël Nedjilko, qui lui en a résolu 2. Et justement, lui aussi parlait ça, la détresse des familles, etc. Parce que lui, quand il est arrivé en poste à Dijon, effectivement, il y avait disparu de la A6, cette affaire. Et c'était des dossiers qui étaient limite abandonnés, avec des familles qui se plaignaient, qui voulaient dont une famille qui voulait que ce soit la gendarmerie qui se saisisse. Et lui, avec un travail acharné et de l'abnégation, il a réussi à résoudre les 2 cold cases. Un garçon étonnant. Qui a exposé sa santé aussi avec ça. C'est vrai. Pugnace, combatif, qui a bien décrit dans son bouquin les difficultés qu'il a rencontrées à tout niveau, avec les juges, les procureurs et tout ça. Et il a été à un moment un franc-tireur, quoi. Et ça lui a été un peu difficile dans sa carrière. Mais ce qu'il a fait est remarquable. Et ça aussi... Il ne suffit pas de dire que je n'ai pas les moyens, etc. Il y a un moment, il faut aussi de la volonté. C'est ça. C'est trop facile de dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas si. Si vous n'avez pas l'intérêt à la volonté, et lui, il a été allé jusqu'au bout. La pire des choses que des familles, c'est le cas de Madame Blétry, c'est de dire, la mère d'une jeune femme assassinée, quand je demandais des nouvelles au juge, ah mais votre vieille affaire, quoi. On la renvoyait comme si elle parlait du vol de je sais pas, d'un kilo de pommes de terre. Et ça, c'est les maladresses qu'on peut envoyer
hein, des gens qui finalement, ils n'en ont rien à faire, quoi. Une femme a perdu sa fille. Et ça, c'est inacceptable aujourd'hui. Bien Ce sûr. genre de propos, impossible. C'est ça. En tout cas, on l'a reçu ici. C'était vraiment quelque chose de touchant. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il a exposé sa santé par rapport à ces affaires-là. Mais il est parvenu à ses fins. Je vais revenir justement sur le dernier livre paru, donc Sur les chemins du crime, disponible aux éditions Mareuil. Alors, là, vous parlez de 42 crimes que vous avez connus. Ouais. 42 crimes parmi, parce que vous n'avez pas dénombré, vous avez dit, vous avez connu énormément de crimes. Et là, en gros, vous avez épargné tout ce qui est règlement de compte, parce que vous en avez parlé déjà dans mes homicides. Vous avez parlé, en fait, du citoyen lambda qui peut passer à l'acte. Parce que moi, la notion qui m'a intéressé, c'était la notion de passage à l'acte. Parce que vous dites dans votre introduction, vous parlez des histoires sanglantes et vous dites c'est le reflet de la vie ordinaire de nos vies faites de joie, de peine, de bonheur tranquille et de pulsions violentes. Elles auraient pu avoir lieu partout aujourd'hui comme hier et pourraient sans doute se produire demain au coin de la rue ou dans l'appartement d'à côté. Elles interrogent sur le fameux passage à l'acte, moment mystérieux que personne n'est apte à comprendre véritablement. Combien de ces tristes homicides auraient pu être évités si un mot, un geste, une attitude ont suffi à déclencher la fureur meurtrière qui marque une vie comme le fer rouge. Donc voilà, vous dites ça, c'est justement une notion qui est importante. Parce que quand on lit ça et qu'après on voit les affaires, on comprend qu'effectivement tout peut basculer en une fraction de seconde. C'est le bon mot, le mot basculer, basculement. Il n'y a pas tellement d'autres termes. Qu'est-ce qui fait que vous et moi, alors plus des gens qui sont dans l'alcool, dans la violence que d'autres, bien sûr, fait qu'à un moment on décide de tuer l'autre. C'est une rupture, parce que tuer l'autre, c'est un acte anormal, Exactement. Évidemment. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en une seconde, un individu qui n'est pas un sadique, qui n'est pas un violent congénital, un tueur, bascule. Mettons de côté les tueurs en série, les tueurs à gages, qui eux peuvent faire ça comme un métier, mais le crime ordinaire, finalement, on a tous un potentiel d'agressivité qu'on refoule. Qui n'a pas eu dans son enfance, sa jeunesse, envie de malmener son prof, un ami, enfin un camarade de classe, etc., avec des pensées un peu agressives, voire morbides. Et heureusement, on ne passe pas à l'acte, parce qu'on a une culture, une éducation, plein de choses. Mais, je le dis dans le bouquin, il y a des gens de haut niveau qui sont passés à l'acte. Ce n'est pas uniquement les pauvres types, les gens sans éducation. Et ça, on n'arrive pas à savoir pourquoi, à un moment, c'est un peu comme une cocotte minute, ça bout, puis à un moment, ça explose. Pourquoi ? Alors que quelquefois, il ne s'est rien passé. C'est sûr qu'une parole malheureuse de la victime peut déclencher les choses, mais c'est un peu le détonateur. Il y a la charge qui est déjà en vous, et à un moment, le détonateur, ça va être une parole, un geste, mais des fois, rien du tout. Exact. Mais souvent, et je le décris dans le bouquin, vous avez vu, c'est des propos difficiles. C'est vrai, c'est vrai. Dès une que vous insulte, commencez, c'est ça. Un truc au téléphone, ou je parle d'un beau-frère qui tue son beau-frère pour une question d'héritage, parce que en passant devant la maison, il voit le beau-frère en train de vider la maison, donc il dit ils sont en train de nous spolier, donc pour lui c'est une provocation, alors qu'il n'y a pas eu d'échanges verbaux. Et il vient avec un fusil et il tire sur son beau-frère. Souvent, le mot est dangereux, le mot de la victime. T'es un moins que rien, ou un mot blessant. Je raconte cette petite dame qui va à l'église tous les dimanches. Dès le début, voilà, c'est ça. et qui tue son mari de façon atroce. Tout ça parce qu'il a des mots blessants. Le mot est dangereux. Le mot peut être considéré comme une sacrée agression, une insulte, un mot. Le geste peut être aussi très mal perçu. Un mauvais regard, ça on le voit. Et puis des fois des situations où il n'y a pas de facteur vraiment déclenchant, mais c'est une accumulation de rancœur, de choses comme ça qui explosent, et souvent dans un déchaînement de violence. Alors l'alcool libère, mais on voit des gens se transformer en tortionnaires, en destructeurs de l'autre. Je raconte les deux types là qui tuent à coups de boule de pétanque, qui mettent le feu à un cadavre. Alors, il y a de l'alcool, c'est sûr, mais l'alcool n'explique pas tout. Exactement. L'alcool libère. Vous et moi, si on buvait un coup, on ferait des choses qu'on ne ferait pas normalement. Mais de là à commettre le pire, c'est quand même étonnant. Et des gens qui ne sont pas des sadiques, qui ne sont pas des malades mentaux. C'est ça.
Parce que oui, effectivement, dès le départ, vous parlez de cette femme qui en fait a tué son mari par rapport à une humiliation. En fait, je crois que c'est un cumul. Ouais, j'ai écrit et souvent constaté que l'humiliation, c'est un sentiment dangereux. Parce que l'humiliation, c'est les trucs qu'on a du mal à extérioriser. On se sent rabaissé, maltraité. Et ça nourrit la haine. Et au bout d'un moment, on dit rien, on dit rien, on dit rien. Vous avez vu ce petit papy qui tue sa femme à coups de marteau? Parce qu'elle le maltraitait. Elle a l'impression que depuis qu'il était à la retraite, Il sert à rien. il servait à rien. Elle a eu aussi. Et le type a été excédé jusqu'à. Et souvent, la violence de l'acte, des coups répétés, ne veut pas dire que le type est forcément dangereux, mais qu'il met, par la répétition de ses actes, toute la colère qu'il a vis-à-vis de sa victime. Tu m'as fait chier pendant des années, boum, 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 boum. Donner 30 coups de couteau à une personne veut pas dire qu'on a affaire à un sadique absolu, c'est quelqu'un qui veut, par la répétition des gestes, exprimer quelque chose. À la limite, quelqu'un qui donne un seul coup de couteau bien placé est peut-être plus dangereux que quelqu'un qui s'acharne. Et souvent, les jurés ont du mal à comprendre ça, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un grand méchant sadique. Non, la répétition des gestes veut dire, c'est une forme d'expression non verbale, et je l'ai rencontré malheureusement souvent. Non, vous l'expliquez. Au lieu d'un coup de feu, 3, 4, 5 coups de feu, par exemple. Voilà, une espèce de... Et c'est souvent mal perçu par les jurés parce que ça fait un peu acharnement, mais ça veut dire aussi quelque chose. Et plus vous aimiez la personne avant, plus vous aurez envie de la détruire. C'est ça le paradoxe. Parce que vous rangez en tout cas ces 42 crimes dans 8 catégories. Crimes commis par une femme, crimes conjugaux et masculins, crimes à dimension sexuelle, crimes de proches, crimes d'argent, mais aussi crimes sans cause réelle, crimes de la misère et pour finir, crime puni du châtiment suprême. Donc, justement, il y a des catégories qui m'ont intéressé, elles m'ont toutes intéressé, mais plus particulièrement le féminicide. Non, plutôt les crimes commis par une femme. Vous avez dit, en 2023, moins de 4% seulement des personnes écrouées pour crimes et délits étaient des femmes. La délinquance féminine est donc sans commune mesure avec celle des hommes. Moins de 10% des mises en cause pour homicide sont des femmes. Et donc, vous dites que le meurtre est donc majoritairement masculin. Et là, vous expliquez justement des femmes qui passent à l'acte. Donc, on a parlé de cette femme qui a tué pour l'humiliation. Et ainsi de suite. Il y a une affaire dedans qui est quand même assez célèbre. Je ne sais pas si je dois donner le nom réel. Comme vous voulez. Vous avez parlé de l'affaire Lionel Véronèse. Justement, où on ne savait pas en fait qui avait tué finalement. Et c'est la femme qui a été condamnée justement parce que si on résume l'affaire, parce qu'elle est en fait entrée l'accusée. En gros, c'est une femme qui est mariée avec un homme assez riche qui a trompé son mari et a accusé un homme d'avoir volé son mari. Rendez-vous est pris. Elle est là, elle ne devait pas être là. Il y a un coup de feu qui part, l'homme meurt. Le mari ainsi que l'ami du mari vont à Marseille pour cacher le cadavre et on remonte à eux. C'est ça. Oui, c'est une affaire. J'étais au premier procès, parce qu'il y a eu un appel. J'ai voulu raconter justement ça, des affaires un peu où là on n'a pas affaire à un milieu défavorisé. De quoi les femmes sont capables, parce que les femmes sont malheureusement souvent victimes de meurtres. Vous savez que les 3/4 des dossiers qui sont traités au pôle de Nanterre sont des dossiers dans lesquels les femmes sont victimes. Souvent des crimes sexuels, et c'est les femmes qui sont victimes. Comme vous dites, cold case, crime de sang ou crime sexuel. Voilà, les hommes tuent, et les victimes sont souvent des femmes, mais les femmes tuent beaucoup moins que les hommes, mais elles tuent ou elles font tuer. Alors souvent dans un cadre familial ou disons conjugal plus ou moins, et j'évoque ça parce que quand j'étais juge d'instruction à Lyon, au même moment, j'avais comme inculpé, comme on disait à l'époque, 4 femmes, 4 dossiers différents qui avaient tué l'une son père, l'autre son mari, l'autre son amant. Et c'était 4 femmes, plutôt des femmes tranquilles, hein, qui avaient été mises à bout, et qui avaient tué de façon dure, hein, violente. Une avec son frère, et il tue le type, et puis il le met dans le coffre de la voiture, il brûle la bagnole. Et ça, c'est aussi le truc qui surprend, parce qu'on considère que les femmes sont beaucoup moins violentes que les hommes, et ça choque, ça surprend toujours qu'une femme puisse tuer. Et pourtant, ça a toujours existé. Gilberti il a écrit un livre sur les femmes criminelles, très intéressant. Alors, les femmes terroristes, les femmes tout ce qu'on veut.
Il y a quelques figures bien connues mais les femmes peuvent tuer. Elles ont aussi un potentiel d'agressivité, souvent plutôt sur la famille, les enfants, infanticide et tout, les conjoints. On voit très peu de femmes, moi j'en ai très peu eu, de femmes braqueuses, par exemple, qui vont tuer. Ça, c'est très, très rare. Je crois que j'ai vu qu'on va être jugé en octobre prochain la meurtrière de la petite Lola, une gamine qui a été tuée. Et là, il semblerait que ce serait pour une raison sexuelle. Une femme qui tue pour une raison sexuelle. C'est très rare, ça. Voilà. Des femmes tueuses en série en France, en dehors de faits anciens, il y en a eu quand même très peu. Même aux États-Unis, finalement. Mais ça peut leur arriver. Elles vont pas tuer dans la rue en série, elles vont pas tuer, ou rarement, il y a eu des femmes qui tuent pour dévaliser une dame âgée, bien sûr. Elles tuent pour des motifs terroristes, ça on a vu, action directe des femmes ou religieux, notamment. Mais finalement, et ça surprend. Et j'ai remarqué qu'à crime égal, elles s'en tirent mieux sur le plan de la peine que les hommes. Finalement, elles ont plus excusées ou elles ont des circonstances plus atténuantes que l'homme. Des femmes qui prennent perpétuité, il y en a très peu. Il y a eu Monique Olivier qui accompagnait Fourniret, mais il y en a quand même assez peu. C'est déjà arrivé, mais des longues peines. Elles sont à la maison centrale de Rennes. Vous pourriez un jour avoir un chef de la prison des femmes de Rennes, ça peut être intéressant. Et moi, j'avais visité des prisons où il y avait des femmes qui étaient pour certaines en attente de décision. Et je voyais une petite dame en train de faire de la couture. On aurait dit une petite concierge, elle avait tué quelqu'un, je ne sais plus qui. Et on voyait une personne qui avait l'air gentille comme tout, mamie confiture. Voilà, les femmes sont plus dans la retenue, moins dans l'agressivité, la testostérone, mais finalement, elles peuvent aussi à un moment... Et puis surtout, la femme qui s'estime maltraitée, malmenée par le conjoint et qui voudrait qu'il la laisse tranquille. Je dis souvent que l'homme tue sa femme pour qu'elle reste et la femme tue l'homme pour qu'il la laisse tranquille, quoi. Et ça, quelquefois, c'est le dernier recours. Et il y en a chaque année, malheureusement. Et je vous parlais aussi des féminicides, justement, des femmes qui se... Parce que là, on a parlé de femmes qui tuent, les femmes qui se font tuer. Là, elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc, vous dites 85% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Et là, justement, la phrase que vous avez dit, les hommes violents tuent non pas parce qu'ils perdent le contrôle d'eux-mêmes, mais parce qu'ils cherchent à exercer un contrôle sur leur partenaire. C'est ça. Et justement, là, c'est vraiment d'actualité. On parle beaucoup de féminicide parce qu'avant, on parlait de crimes passionnels. Et vous avez corrigé en disant que non, on ne parle pas de crime passionnel, c'est féminicide. On ne parle plus de crime passionnel. Voilà. Il y a quelques sociologues qui ont écrit des livres, j'en avais invité dans les sessions de formation que j'évoquais, qui avaient écrit des livres, des sociologues féministes, elles parlaient des crimes passionnels. Aujourd'hui, c'est un mot tabou. Il ne faut plus employer ce terme. Alors que pendant très longtemps, on parlait de crimes passionnels quand on parlait de crimes conjugaux, sous la passion, en gros pour des raisons de sentiment. Aujourd'hui, c'est mal compris. Ça. Non, mais c'est pas de la passion, c'est de la haine, au contraire. Donc finalement, le mot crime passionnel a été remplacé par féminicide. Et c'est peut-être pas plus mal. Moi-même, j'ai évolué à l'époque. Je vois féminicide, ça veut dire quoi ? C'est la féminisation du mot homicide. Et finalement, oui, crime passionnel. Et dans l'histoire criminelle, vous voyez des crimes passionnels, entre guillemets, d'une époque, où les condamnations étaient des fois très faibles. Hein. Le type qui tue sa femme, oui, bon, elle l'a trompé, en gros. Les peines n'allaient pas loin. Aujourd'hui, les peines se sont aggravées. Et c'est une bonne chose. Donc, la société, elle évolue. Hein. Ce qu'elle acceptait dans le passé, elle n'accepte plus du tout. Et même dans le passé, on acquittait facilement des gens. Dans l'histoire criminelle, aujourd'hui, on acquitte beaucoup moins. Dès qu'on voulait éviter une peine trop longue, les jurés acquittaient. Même si la personne avait tué. On voyait des choses étonnantes pour des raisons un peu sentimentales. Aujourd'hui, on n'accepterait pas ça, quoi. Donc les choses changent. Et je dis toujours, la justice est le reflet d'une société. La justice de 2025, c'est pas celle d'il y a 20 ans, ou d'il y a 50 ans, ou d'il y a 100 ans. On ne fait que refléter une société avec ses évolutions, ce qu'elle tolère, ce qu'elle ne tolère pas. Regardez les abus sexuels. Dans les années 70, c'était presque prôné. Libération sexuelle de l'enfant. Il y a plein d'intellectuels qui défendaient ça. Aujourd'hui... Plus amusé à dire ça, hein. On ne tolérerait plus ça. Alors que dans les années 70, c'était la liberté. Une société, elle évolue et ses valeurs changent avec le temps.
La propriété avait beaucoup d'importance. Les atteintes à la propriété dans les temps anciens, c'était des crimes souvent. Mettiez le feu à une grange, c'était un crime grave. Parce que la propriété, c'est une société agricole. Aujourd'hui, voler dans une église, c'était une infraction très grave. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Donc, c'est en ça que la criminologie est intéressante de la rapporter à l'évolution d'une société. Et vous terminez votre livre avec l'affaire Maëlys, cette jeune enfant tuée par Nordal Lelandais, on perd son âme. Est-ce que c'est l'affaire qui vous a le plus marqué? Parce que j'aimerais juste resituer le contexte. Vous terminez votre carrière avec cette affaire-là. Ouais. Est-ce que c'est l'affaire qui vous a le plus marqué? Alors, c'est le procès qui m'a le plus marqué parce que c'est un des plus longs que j'ai fait, 3 semaines de procès. Il y avait encore le Covid, avec une énorme affluence médiatique, avec tous les médias. Chaque jour, on avait entre 500 et 1000 personnes qui faisaient la queue pour rentrer au palais de justice. On avait 2 salles d'audience. C'était un procès hors norme, comme on dit, très couvert par les médias. Donc, c'est un procès qui m'est resté. Puis c'est effectivement le dernier de ma carrière. Mais malheureusement, des affaires, j'en ai connues, comme l'assassinat du préfet Rignac, un certain nombre que j'ai raconté, qui m'ont marqué, la petite Muriel Théron que j'évoquais. Tous mes collègues, on a tous eu des affaires plus ou moins marquantes, généralement, où il y a mort d'homme, qui vous restent à l'esprit. Je me souviens, je crois que j'en ai parlé dans mes homicides, le père et le fils, c'était en Corse, qui se sont entretués sous les yeux de la mère, sans raison, comme ça. Le fils se jette sur le père, le poignarde, le père désarme son fils et le poignarde à son tour. Et ils meurent tous les deux. Vous imaginez un truc comme ça? Devant la mère. Devant la mère. Et j'en ai comme ça des histoires. Vous avez parlé aussi du fils, justement, qui est en gros issu d'une bonne famille, qui décide parce que ses parents le jettent de chez eux, revient pour tuer tout le monde. Et il s'avère qu'il essaie de tuer la mère, il n'y arrive pas. La sœur n'était pas là, mais il tue les frères et son père. C'est ça. Et oui, alors que c'était une famille unie, enfin une famille, lui, se sentait mal aimé, ils avaient beaucoup d'argent. C'est ça qui est toujours mystérieux. Et c'est pour ça que ça plaît au public, le mystère. Pourquoi les polars plaisent-ils? Pourquoi les faits divers, le true crime, comme on dit, plaît? Parce qu'il y a le mystère, l'énigme, puis ça vous renvoie à votre image sombre. Vous dites, tiens, peut-être que ça aurait pu m'arriver, ou j'ai connu ça de près, de loin. Il y a un côté fascination, un peu morbide. Et forcément, dans une carrière, on rencontre des situations surprenantes. Et j'ai des collègues qui ont vécu des moments encore plus intenses dans certains cas. Et puis après, il y en a qu'on oublie. Il y en a que j'ai oublié. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Je me souviens d'une affaire que j'aurais pu raconter aussi, mais je n'ai pas été sur place, où une jeune femme accouche chez elle. Elle jette l'enfant, le nouveau-né, dans le vide-ordure de l'immeuble. Voilà. Vous vous rendez compte? Comme si c'était une ordure. Parce que ça arrive, ce qu'on appelle on appelait ça les infanticides, maintenant on appelle ça les néonaticides. On tue l'enfant à sa naissance. On est compte, jeter ça au vide-ordure. C'est des comportements humains complètement aberrants, enfin des actes de tortionnaires et tout. Le pire, on peut le voir. Et si vous collectionnez tous les récits de certains collègues, ce serait un livre des horreurs, quoi. De gens que vous pourriez croiser dans la rue par ailleurs, qui vous... Bien sûr. L'air anodin, tout à fait ordinaire. Donc là, quand vous parlez de l'affaire Maëlys, je vais lire un petit peu les fins de page. Vous dites, avec cette terrible affaire, j'achevais tristement ma longue randonnée sur les chemins du crime. Pendant 40 ans, j'ai rapporté non sans effroi ces lieux de ténèbres avec ma faible lanterne. Le juge et le procureur que j'ai été se sont aventurés à parlant dans des contrées hostiles, c'est de la violence extrême. Quel que soit leur profil et l'acte qu'ils ont commis, les meurtriers dont j'ai croisé la route demeurent en moi une longue cohorte sanglante. Et ensuite... Là, vers la fin, vous dites « Comment suis-je revenu de ce long parcours criminel, désabusé, cynique et soupçonneux ?» C'est tout le contraire. J'ai certes vu la face sombre de l'être humain, la plus bestiale, sa très grande aptitude au mal. L'homme est volontiers bourreau, l'histoire le démontre. Mais malgré toutes les horreurs dont il est capable, je garde toujours foi en lui, envers et contre tout. Oui, je crois. J'espère que ne pas être trop cynique, de devenir trop pessimiste sur la nature humaine. Parce que... J'ai toujours considéré que ça faisait partie de l'être humain, tout ça. Le meilleur et le pire. Regardez aujourd'hui, regardez les tueries qu'on voit encore dans le monde, des massacres au Soudan, en Afrique, en Amérique centrale. Enfin,
toutes les guerres en Ukraine. Enfin, je veux dire, l'aptitude, on met un uniforme sur le dos de quelqu'un, vous le transformez en meurtrier. Hein. De tout temps et de toute époque. Hein. Donc, si vous commencez à dire tous les hommes sont des violents, des méchants, ben, vous allez vous suicider. On vit avec. On voit aussi ce que l'être humain est capable de faire de beau. Hein. Des choses fantastiques, artistiques, culturelles, de l'humanitaire. L'homme est capable du pire comme du meilleur, c'est banal de le dire. L'homme, c'est la bête et l'ange. Hein, à un moment. Et regardez dans un parcours de certains personnages, regardez l'abbé Pierre, presque un saint qui a fait beaucoup pour la détresse et qui aujourd'hui est banni parce qu'il se livrait à des abus sexuels. On voit comme ça des personnages qui dans leur vie ont eu des moments glorieux. Maréchal Pétain, le héros de Verdun, et qui ensuite organise la déportation, enfin aide à la déportation des Juifs. Vous voyez, et je dis, c'est jamais tout blanc, tout noir. On peut tous avoir dans sa vie des moments difficiles, plus ou moins importants. Il y a des gens qui ont une vie noire. On a l'impression que Fourniret, toute sa vie, quasiment, ça a été, pas toute sa vie, mais une partie, la vie d'un assassin, quoi. Et puis d'autres, c'est un épisode de leur vie qui, pour certains, ils reviendront dans la vie, ils sortiront de prison, on les aura oubliés, ils se réinséreront, on n'entendra plus parler d'eux. Et comme il n'y a plus de peine de mort, et je pense que c'est heureux, et forcément ces gens ont vocation à revenir dans la société. Aujourd'hui, tous les tueurs en série dont nous avons parlé, ils seraient condamnés à mort si la peine de mort existait. Donc la société a évolué, alors certains vont le regretter, ça, mais c'est aussi le progrès d'une société. Et je vous dis, vous vous promenez à Paris, vous pouvez croiser quelqu'un qui a fait 20 ans de prison dans la rue sans le savoir. Et on vit en société, on vit avec des gens déséquilibrés, des gens très bien. Et il faut plutôt avoir foi dans la nature humaine, parce que sinon, on ne vit plus. De voir ce qu'est plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et qu'est-ce que, donc ces 40 ans-là, tout ce que vous avez vu, est-ce que ça a eu un impact sur vos santé mentale ? Et comment votre famille a vécu cela, ces différents transferts, le fait que vous soyez confrontés à tout cela? Alors moi, j'ai souvent pensé à eux pour les protéger. Hein, je pense à la Corse. J'avais toujours une crainte qu'il y ait un attentat, une charge un jour. Donc, à un moment, je les ai un peu épargnés. Puis, je n'ai jamais trop raconté mes histoires à la famille pour ne pas les saturer avec ça. Je pense que j'ai gardé, j'espère, mon équilibre. Le fait d'avoir écrit, c'est une forme d'exutoire, sans doute, de vouloir dire des choses, me vider un peu. D'être finalement, comme je l'ai dit, plus tolérant qu'avant, d'une certaine manière. Et voilà. Et puis, moi, quand je suis avec des amis, je ne vais pas les ressasser mes affaires et tout ça. Mais vous savez, prenez les anciens combattants de la guerre qui ont vécu des moments encore plus douloureux. Ils ne parlent jamais de leur guerre, très peu avec leur famille. Souvent, qu'ils découvrent que le grand-père, il avait fait un truc. Et moi, c'est un peu la même chose. La seule chose que j'ai faite, c'est laisser des bouquins. C'est très bien. Et si des jeunes lisent ces bouquins en disant « Tiens, peut-être je ferai ce métier », c'est super, quoi. La transmission, vous êtes dedans. Ouais, voilà. Mais c'est valable pour tout métier. Hein, de le raconter de façon positive, en ne cachant pas les aspects terribles d'un métier. Hein, mais je crois que c'est ça. Il ne faut pas non plus enjoliver excessivement un métier. Il y a des côtés pénibles, il y a des côtés douloureux. Il y a des collègues, moi, qui ont changé de métier ou changé de fonction en disant j'en ai marre des crimes, de la violence. Moi, j'ai pu le supporter, tant mieux, parce que ça m'a toujours intéressé. Et pourtant, j'ai toujours des énigmes qui demeurent. Je ne sais toujours pas répondre à certaines questions. Comme le fameux passage à l'acte, comme pourquoi un être humain se transforme en criminel, comme s'il y avait un truc qu'on avait ancré qui peut exploser un peu. Ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'un jour, on pourra prédire le crime ? Vous savez, c'est un aspect science-fiction qu'on aborde un peu. Avec la bosse. Ouais, on peut imaginer un jour qu'on puisse prévenir, mais je ne sais pas jusqu'où on ira, parce que chaque être humain a un cerveau différent. C'est ça. Même 3 enfants élevés par les mêmes parents, pourquoi il y en a un qui sera policier et un autre qui sera voyou ? Ça renvoie aussi à la génétique. Exact. Et puis aussi à des rencontres. Pourquoi vous avez un grand sportif qui réussit tout et l'autre, il peut finir en prison ? Moi, j'ai connu des jeunes qui auraient pu être de super professionnels de football, qui avaient déjà des qualités et qui,
par paresse, pour des tas de raisons, ont choisi la délinquance et ont bousillé leur vie, alors que certains auraient pu se gagner des salaires énormes. Vous voyez, c'est des choix de vie, et ça, c'est la liberté individuelle. Moi, j'y suis très attaché. Chaque homme est libre de son destin, plus ou moins, parce qu'après, si vous avez des... Mais à un moment, vous pouvez réussir alors que vous avez toutes les conditions pour ne pas réussir, et à l'inverse, des gens qui ont tout dans la vie ne réussissent pas leur vie. Et c'est le grand mystère, en fait. Et tant mieux, ça veut dire que chaque être humain est particulier. Il n'y a pas une loi absolue qui conduirait forcément à telle vie. On a des exemples de personnages dont les membres connus, célèbres, dont un membre de leur famille a dérivé, quoi. Et pourtant, c'est les mêmes conditions de vie. Et ça, c'est la richesse de l'être humain. Et en tout cas, merci pour vos mots et vos explications. On a une rubrique ici, lecture. Est-ce que vous auriez 3 livres à recommander, peu importe le style, carte blanche? Bon, on va sortir des... Alors, moi, je suis un grand amateur de littérature classique, celle que les jeunes ont du mal à lire. On a parlé du Comte de Monte Cristo, parce qu'il y a eu le film. Alors, il y a évidemment, là, mais je reste dans mon sujet, Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui est formidable, Raskolnikov, qui tue une vieille usurière. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup de Zola, qui s'appelle Thérèse Raquin. C'est un couple qui tue le mari, le noie, et Zola est allé visiter la morgue de Paris. C'est un livre qui se lit facilement. Mais il y a aussi des choses très sympas en dehors du milieu criminel. Moi, je suis pas un amateur de romans modernes, je dois dire, je les connais pas très bien. Je suis même pas un amateur de polar. Je fais partie du jury du prix du Quai des Orfèvres, chez Fayard chaque année. Mais finalement, je suis pas un grand amateur de polar. Et donc, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Un roman sympa. Alors, il y a Giono, qui est un bel auteur classique, qui a fait des livres, Le Hussard sur le toit, formidable. Moi, je suis plutôt de culture classique. Voilà. Alors qu'il y a des auteurs... Mais c'est bien. Il y a des auteurs... Parce que, et je l'ai fait dans Cold Case, mon bouquin, j'ai ouvert chaque chapitre avec un extrait d'une scène de crime dans les grands romans classiques. Et en 3 phrases, il y a des crimes qui sont décrits magnifiquement. André Malraux, André Gide, etc. Et je renvoie toujours à des gens à lire ces bouquins. Souvent, d'ailleurs, ils sont un peu épais et ça fait peur aux jeunes. Mais parce que vous allez voir des descriptions humaines formidables, quoi. Et moi, je renvoie plutôt au roman classique. Après, j'aime bien les livres de montagne. Je conseille aussi des livres d'alpinisme, parce que ça, c'est des gens extraordinaires. C'est votre passion aussi. Courageux. Moi, je suis un petit rigolo. Mais des gens qui font des hivernales tout seuls. Il faut une solidité mentale que je trouve assez admirable. Il y a des très, très bons bouquins là-dessus. Voilà. C'est aussi des aventures humaines où on peut risquer sa vie. Bien sûr. Et gratuitement pour monter sur un sommet. Ça, on appelle ça la quête la quête de l'impossible, en fait. C'est gratuit. Faut lire Lionel Terray, Walter Bonatti, qui sont des grands alpinistes qui ont écrit des pas. Et en plus, souvent, ils écrivent bien. Moi, je conseille tous ces ouvrages, les grands classiques de la montagne. Et ça, on s'évade. Même si on n'est pas un amateur de montagne, c'est sympa. Ok, écoutez, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. Ouais. J'ai un livre pour vous. Ah. Alors. J'espère que vous ne l'avez pas déjà. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir devant la caméra et lire le titre, s'il vous plaît? Est-ce que la caméra me voit, là? Bien sûr. Ouais. Si vous levez bien. Est-ce que vous l'avez? Eh non, Mafia Africa. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est une enquête sur les gangs du Nigeria. Exactement. Avec les clubs, les Cults. Les cults, pardon. Voilà. C'est là le Bur Johan Chilun qu'on a reçu ici. Ah, super. Merci beaucoup. Salut. Je vous en prie. Et il sera sur... Alors, je tiens une bibliographie qui n'est pas diffusée au grand public sur le crime depuis au moins 15 ans maintenant, que j'adresse régulièrement à l'école de la magistrature, qui le met sur son site intranet, donc qui n'est pas accessible au grand public, dans lequel je mets par rubrique, j'ai 1600 références quand même, sur le crime terroriste, le crime de guerre, le banditisme et tout ça. Il sera dans ma liste. Pas de problème. Je vous l'enverrai d'ailleurs, cette liste, ça peut vous intéresser. Oui. Vous verrez. 15 ans, ça fait beaucoup. Il y a 1600 références sur ma bibliographie et je la nourris régulièrement.
Je demande des fois à des éditeurs de m'envoyer un bouquin. Il n'y a pas tout, parce que les bouquins sur le crime, il y en a des milliers. C'est ça. Mais voilà, je cite tous les auteurs récents qui publient. Une que vous pourriez inviter, c'est Patricia Touranchot, journaliste qui a écrit un bouquin sur les faits divers, qui est vraiment intéressante, qui est sur Paris et qui va tout le temps dans les salons, et qui a été sur toutes les grandes affaires. Si, je connais de nom. Il faut l'inviter, puis elle est sur Paris, elle est toujours prise. Je connais de nom. Attendez, c'est pas fini, j'ai un deuxième livre pour vous. Mais là, ça n'a rien à voir avec... Bon, c'est bonus. Ah, Ben Edmonds, What's Going On. J'adore, je l'ai le disque, j'ai le CD, Marvin Gaye. Voilà. What's Going On, c'est un des grands classiques. Là, vous avez le livre maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Audrey, c'est très sympa. Je vous en prie. Faut que vous me fassiez un petit mot là. Oui, après, vous inquiétez. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai 2 dernières questions pour vous. Ouais. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant quelqu'un de drôle, champion du monde poids lourd, quelqu'un de sympathique. Je vous pose la question, comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Ouh là là. Alors, quand je vais dans un cimetière, ça m'arrive, ou je traverse un cimetière, je me dis que tous ces gens-là, qui étaient des personnages pour certains très connus, ils sont tous oubliés, et qu'on sera tous oubliés. Et je dis même que personne ne saura qu'on a existé, à moins de laisser une trace dans l'histoire du monde. Si vous êtes un grand écrivain, un grand musicien, on se souviendra de vous. Mais sinon, regardez, tous ces gens dont on a beaucoup parlé, qu'on a tous oubliés. Et un endroit qui est terrible, c'est les bouquinistes. Quand vous allez chez Boulinier, bouquiniste à Paris, vous voyez dans les bacs, moi j'appelle ça le cimetière des best-sellers. C'est-à-dire vous voyez des bouquins qui ont été des best-sellers il y a 10, 20, 30 ans, que vous retrouvez à 1 €, 2 €, et les auteurs, on les a tous oubliés. Donc la célébrité, elle est très fugace. Moi, je veux simplement qu'on dise, j'ai fait mon boulot sans haine ni violence, en respectant les autres, et puis c'est tout. En 2100, 2200, on ne saura pas qu'on a existé. Vous aurez peut-être un de vos descendants qui fera une recherche généalogique. On dit, tiens Audrey, ah oui, 2025, il était là, mais vous savez, Mitterrand, il avait dit un truc juste, vous savez, à l'aune de l'histoire du monde, on laisse, même si on a été un personnage connu, regardez des jeunes aujourd'hui, De Gaulle, ils ne savent pas qui c'est, Adolf Hitler, ils savent. Donc, et plus qu'avant aujourd'hui, parce que la mémoire s'efface vite. Merci en tout cas pour ce bel entretien. J'ai une dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé, tout le reste, vous savez, là aussi, on le voit, d'un coup, vous devenez un légume, c'est tout. Le reste, on peut pas... c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est gentil. Je vous remercie en tout cas pour ce bel échange. Merci pour vos mots, vos explications. Ouais. Et écoutez, longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Ce que vous faites, c'est très sympa. En plus, vous avez là le grand mérite d'avoir lu les livres, parce que c'est pas souvent le cas des journalistes qui ils reçoivent des bouquins toute la journée et personne n'a rien lu. Et vous avez travaillé le sujet, vous avez lu, et ça, c'est agréable pour un auteur, parce que souvent, c'est pas le cas. On lui a fait une vague fiche, il a même pas lu le bouquin. Non, moi, j'aime bien lire, c'est pour ça. Ouais, mais c'est rare. Et puis l'émission, elle dure. Donc on a le temps de parler. Vous voyez, j'ai des tas de choses que vous n'aurez jamais dites si ça avait duré même un quart d'heure. Ça, c'est une qualité, ça. Merci beaucoup, Jacques. En tout cas, merci à vous. Et puis je vous souhaite de belles nouvelles rencontres avec des gens. Je suis très touché par vous. Vous allez rencontrer des gens formidables. Vous aurez le talent justement de leur faire dire des choses qu'ils n'ont peut-être pas souhaité dire. Et ça, c'est plutôt bien vu. Je suis très touché par vos mots, Jacques. En tout cas, merci beaucoup. Audrey. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant vous avoir appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.